Alors, je voudrais d'abord remercier les enfants qui, sur la simple base d'un nom qu'ils ont entendu, qui est le mien, Souleymane Bachir Diagne, ont bien voulu me prendre pour modèle. J'espère que je suis un modèle à la hauteur de leurs attentes. Je suis professeur de philosophie, je suis un Sénégalais né dans le Nord, à Saint-Louis, qui a grandi dans le Sud, à Ziguinchor, et qui a fini sa scolarité secondaire au milieu, c'est-à-dire à Dakar. Je suis donc un enfant du Sénégal. Après quoi, ayant fini mes études secondaires au Sénégal, je suis allé en France où j'ai fait mes études. Je suis allé en classe préparatoire, les classes préparatoires aux grandes écoles. J'ai eu la chance d'entrer dans l'école, à l'école normale supérieure, qui était le but de mes études et de ma scolarité. J'ai fini ma formation en philosophie avec les diplômes classiques que sont l'agrégation, le doctorat. Je suis allé également pendant ma scolarité, cette scolarité à l'école normale à Harvard University aux États-Unis. Et je suis rentré. Je suis rentré au Sénégal en 1982, après avoir fini ce parcours que je viens de vous décrire brièvement. Et j'ai été pendant 20 ans professeur de philosophie à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, où j'ai eu la joie et le bonheur de former beaucoup de générations de philosophes, et en particulier des professeurs qui aujourd'hui, dans le système secondaire sénégalais, tiennent la classe que l'on appelle la classe de philosophie, qui est la classe de terminale. Voilà. Je suis heureux que ces enfants se soient engagés dans la voie d'une réflexion sur l'entrepreneuriat. Vous savez, l'école, ce n'est pas seulement un lieu où on acquiert une formation pour être fonctionnaire. Malheureusement, pendant très longtemps, nous avons conçu l'école sur ce modèle-là. C'est un modèle qui nous vient de l'époque coloniale. Il faut que les enfants aujourd'hui sachent que la formation qu'ils vont recevoir à l'école, les enseignements qu'ils vont recevoir sont un bien qu'il s'agit pour eux de faire fructifier et qu'il s'agit pour eux de démultiplier. C'est-à-dire que plutôt que de dire « j'ai acquis telle ou telle compétence qui doit être nécessairement utilisée par l'État ou pour l'administration », il faut pouvoir se dire « j'ai acquis la capacité d'innover ». J'ai acquis la capacité de créer. Qu'est-ce que je vais créer qui va faire une différence dans le monde? Qu'est-ce que je vais apporter comme contribution qui va faire que le monde sera un endroit meilleur du fait de ma présence et du fait de mon action? Il faut donc que cet esprit d'innovation, cet esprit pour entreprendre, pour créer des choses, pour fabriquer des objets, pour améliorer ce qui existe déjà, soit véritablement inculqué aux enfants et dès le plus bas âge. Et je suis donc heureux que les jeunes de GIDER s'engagent dans cette voie-là. D'abord, je suis heureux d'avoir découvert GIDER grâce à vous et grâce à cet entretien. Et je suis absolument émerveillé par d'abord le projet lui-même et par la manière dont il a commencé à être mis en œuvre. Et donc, je trouve que c'est l'un des projets les plus importants qui soit, et j'espère que c'est un projet qui va faire tache d'huile, et que cette philosophie de l'entrepreneuriat va, si vous voulez, se répandre et baigner l'ensemble de notre système éducatif, parce qu'il faut que nous formions les enfants à cet esprit-là. Et donc, la mission de GIDER est très importante. Prenons simplement les pays dont on dit aujourd'hui qu'ils sont des grands dragons, ou les pays émergents comme la Corée, etc. Ce sont des pays qui ont misé sur l'entrepreneuriat. Ce sont des pays où il était rare que quelqu'un ait pour but dans la vie de devenir un employé de l'État ou de l'administration, de devenir un fonctionnaire. On ne le faisait pas. Aujourd'hui, aux États-Unis, les étudiants qui sortent des universités ne pensent pas aller être employés par l'État ou par l'administration, ou alors de manière tout à fait temporaire. Leur finalité dans l'existence, c'est de créer quelque chose, c'est de créer une entreprise. Alors qu'ici, on a le sentiment qu'au contraire, la finalité, c'est d'avoir un poste dans l'administration et, ma foi, de remplir une place et d'exercer une fonction qui est déjà prévue.
C'est-à-dire que cet aspect routinier, il faut que nous en sortions. Et il est heureux que des projets comme JEDER existent pour nous enseigner cela et pour nous mettre sur la voie. Je leur dirai deux choses. La première, c'est d'être exigeant envers eux-mêmes. Quand on est engagé dans la voie de toutes les formes d'apprentissage, de toutes les formations et dans la voie de la recherche du savoir, il faut se persuader d'une chose, c'est que l'exigence vis-à-vis de soi est la valeur la plus importante. Se dire toujours qu'est-ce que je me dois. Et à ce moment-là, le deuxième conseil que je donnerai, c'est d'apprendre à avoir confiance en soi et en ses propres capacités. Nous avons malheureusement trop de gens qui ont l'impression que l'excellence, ça n'est pas pour eux, qu'il faut se contenter de peu. Au contraire, être exigeant envers soi-même, c'est se dire il n'y a aucune raison pour que sur la voie de l'excellence, je ne brille pas. Et avoir cette confiance en soi qui va avec la plus grande humilité. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la confiance. Faire la différence entre les deux est extrêmement important et c'est tout le bien que je vous souhaite que de mettre en œuvre ces valeurs-là dans la suite de vos études secondaires. Bonjour, bonsoir. Aya Traoré, international de basket. J'ai commencé à jouer au basket, je dirais, à l'âge de 5 ans. C'était plus parce qu'on habitait à côté du club qui s'appelle l'ASC Fonctionnaire. Donc, comme c'est un lycée, et vraiment, il n'y avait pas beaucoup d'enfants là où on pouvait jouer. Donc, il y avait le terrain qui était à côté. Et nos parents nous ont beaucoup insisté à aller jouer là-bas au basket. Donc, c'est comme ça qu'on a commencé. Et à l'âge de 16 ans, j'ai décroché une bourse pour études aux États-Unis. Donc, là-bas, j'ai fait le cursus scolaire. Et après, j'ai commencé à jouer professionnel en Europe. Ma première sélection a été en 2001, lors des Jeux de la francophonie au Canada. Donc, il y avait les Mama Temeng, le Borika Fall, les Khady Diop. J'étais vraiment la Benjamin du coup, mais on m'avait bien intégrée et vraiment, il y avait toutes ces grandes dames qui m'ont accueilli à bras ouverts. Moi-même, je me rappelle quand on habitait à côté du club, nos parents nous disaient d'abord il faut apprendre vos leçons. On les récite devant eux et après on part jouer au basket. Et quand les leçons n'étaient pas sues, il n'y avait pas de basket, on était à la maison. Donc pour décrocher une bourse sport-études, vraiment c'est à cause des études. Parce que même là-bas, déjà les études vous permettront de quitter le Sénégal pour aller, je dirais, aux États-Unis, où il paraît que même en Chine aussi il y a ce système sport-études. Et de là-bas, il faut encore maintenir les moyens pour pouvoir jouer au basket. S'il n'y a pas la moyenne qui est demandée, vous n'êtes pas qualifié pour jouer. Donc, je pense que tout le temps, c'est d'abord les études et après le sport. Parce qu'après la carrière sportive aussi, c'est les études et les diplômes, le travail qui suit. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus. Vraiment, je le remercie et je l'étais, mais j'espère qu'un jour on aura l'occasion de se rencontrer. Et je leur dirais aussi vraiment d'insister sur les études, de suivre les consignes des parents parce que c'est important. Aujourd'hui, nous sommes dans une génération où ça a beaucoup changé, tout le monde le sait, tout le monde l'a constaté. Donc vraiment, il faut suivre les consignes des parents et ne jamais lâcher les études et savoir ce qu'on veut. Parce que dans la vie, il faut savoir ce qu'on veut. Si on veut, par exemple, être joueur de handball, il faut se donner à fond. Si on veut être joueur de basket, il faut se donner à fond sur ce même domaine. Donc, moi, je dirais suivre les consignes et vraiment savoir ce qu'on veut et encore les études, parce que c'est ce qui va rester. Okay. Merci.
on me les... Vous voyez? D'accord. On vous en envoie, vous en achetez ici? Non, j'achète. À chaque mois, je vais en France pour des réunions, j'achète. Mais j'achète à la librairie aux 80. Et je lisais ce matin Mamou Sediane qui disait que lui, quand ses étudiants, quand il leur demandait s'ils avaient 50 ouvrages, ils ouvraient les yeux. Et alors que lui, il en avait 1000. Je dis, alors venez chez moi. Moi, j'en ai plus de 4000 aujourd'hui. Et je ne peux pas, et j'adore mes livres. Et ils sont là. Si c'est mon bir xol bi laa leen def. C'est très précieux. Ouais. Bon, moi, soxlaa benn kayit yenn saa yi damay woo documentaliste bi ki ma ko defaral. Par exemple, ces 3 livres-là, ces 4-là que vous voyez, je les avais achetés à plus de 300 000 francs CFA. Des femmes, ouais. D'abord, je suis très touchée et je remercie beaucoup ces jeunes. Je crois que d'abord, il y a la puissance des médias. Les médias qui nous ont donné la possibilité d'entrer en contact avec ces jeunes. Vous savez, pour moi, l'école est fondamentale. L'école est tout. L'éducation est tout. Mais l'éducation ne se limite pas seulement à l'école. Il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir la volonté d'aller de l'avant. Vous savez, moi, quand j'étais petite fille, j'avais leur âge, j'aimais au-dessus de tout la lecture. Et j'aidais beaucoup ma mère dans les travaux ménagers. Et j'ai cuisiné avant d'aller à l'école. Parce que j'avais un sentiment de compassion pour ma mère. Et la plupart de mes engagements dans la société sont partis de l'observation que j'ai eue vis-à-vis de ma mère par rapport à ce qu'elle endurait, ce qu'elle faisait. Non seulement elle était mon modèle, mais je ne pouvais pas supporter le fait de la voir souffrir dans ses travaux ménagers, dans sa quête au quotidien pour nous mettre dans de meilleures conditions. Et je trouve que cette capacité d'endurance, mais aussi cette valeur que je considère comme aujourd'hui une valeur cardinale, le job, j'ai trouvé ça extraordinaire chez ma mère, le sens de l'honneur. Et je pense que pour toute jeune fille, elle doit s'approprier un certain nombre de valeurs au-delà de cette volonté de réussir. C'est dire que dans ma vie, je ne pourrai compter que sur moi-même. Il me faut bien étudier, il me faut bien travailler dans ma vie, il me faut avoir de l'ambition, une ambition saine. Je dois gagner honnêtement à la sueur de mon front mon argent pour pouvoir demain non seulement aider ma famille, mais me soutenir tout ce qui m'entoure et être moi-même autonome, libre, indépendante. Liberté ne veut pas dire faire ce qu'on veut, mais liberté signifie, il faut que les enfants comprennent que liberté signifie, c'est-à-dire avoir la capacité de choisir, de dire, je peux choisir d'être médecin, je peux choisir d'être avocate, je peux choisir d'être célibataire, je peux choisir de me marier, je peux choisir d'avoir un enfant, 2 enfants. Donc c'est multiplicité de choix, avoir la capacité. Et ce qui vous donne ces multiplicités de choix, c'est essentiellement le fait de faire de bonnes études. Et je dirais aux enfants aussi, s'ils veulent arriver à quelque chose, il leur faut beaucoup lire. Pas sur Internet, il faut aimer les livres. Si vous entrez dans ma bibliothèque, j'ai au moins plus de 3000 ouvrages. Vous pouvez après aller filmer pour les enfants. Plus de 3000 ouvrages et chaque jour, j'achète. Si vous allez aujourd'hui à la librairie aux 80, vous allez trouver mon compte. Quelqu'un me disait, est-ce que vous lisez tous ces livres? Je dis, vous savez, il y a des techniques pour lire, il y a des manières pour lire, il y a des manières de s'informer.
mais j'aime les livres au-dessus de tout. Ça, c'est quelque chose. Et vous savez, un honnête homme, c'est-à-dire une personne, doit être cultivée et avoir lu dans sa vie au moins un certain nombre d'ouvrages. Par exemple, les enfants de cet âge doivent lire Cendrillon, doivent connaître le lièvre. Au-dessus, lire d'autres ouvrages, les Mille et une nuits, les livres de Jules Verne. Il y a des auteurs qu'on doit connaître. Donc tout ça, j'exhorte les enfants à la lecture, mais aussi qu'elles s'intéressent à leur environnement, leur histoire, leur patrimoine culturel, avoir de la curiosité. Vous voyez, moi, j'étais une fille très curieuse. Je regardais tout, j'allais découvrir. Et je passais mon temps aussi, étant très jeune, à aller dans les expositions d'œuvres d'art, dans les expositions, tout ce que vous voulez écouter, les hommes littéraires. J'écoutais aussi nos leaders. Par exemple, les discours de Senghor à l'époque, comme enfant, avaient un retentissement dans nos têtes extra, parce qu'il parlait bien, il s'exprimait bien. C'est-à-dire prendre les gens qui ne font que des choses bien, ceux qui s'habillent bien, ceux qui se comportent bien en société. Je lisais tout à l'heure Kate Middleton. La reine surveille ce qu'elle met, comment elle tient son sac à main. Il ne faut pas qu'elle rajoute des choses dans ses cheveux. Et je dis, ce que fait la reine là pour suivre Kate Middleton, les gens doivent absolument lire ça. Parce que je trouve que avoir de la bonne tenue est nécessaire pour une princesse, mais elle est aussi nécessaire pour n'importe quelle autre personne dans la société. Mais il faut être cultivé pour arriver à ce niveau de compréhension. Merci. Une initiative comme JIDER qui milite pour l'entrepreneuriat dans les écoles à travers le mentorat. Je pense que c'est une bonne idée. À mon avis, ce concept devrait être même enseigné dans les écoles. De ce fait, le fait d'avoir cette activité va ajouter cet input qui manque à l'école sénégalaise. Parce qu'en fait, on va à l'école pour pouvoir servir. Donc, le fait de nous apprendre ou d'apprendre aux élèves comment mettre en place des entreprises, quel est le processus à suivre, ça c'est une très bonne idée parce que, en général, l'école sénégalaise a été coupée par rapport aux activités professionnelles et économiques. En faisant ça, vous créez un lien. Et ce lien, à mon point de vue, vous devrez même pousser pour qu'on puisse l'inclure dans les curriculums au niveau des écoles. Parce que moi, je parle plus dans le cadre de mon expérience au Canada, par exemple, là où moi je suis enseignant au niveau universitaire à l'Université Laurentienne et je dirige le département de maths et info. En général, on donne beaucoup plus d'informations à l'étudiant ou à l'élève pour qu'il puisse se prendre en main à la sortie ou de sa formation. Après sa formation, il y a des cours quelquefois qu'il peut prendre qui lui permettent de mettre en place une entreprise, comment faire le management, ainsi de suite. Et c'est des choses qui manquent au niveau du Sénégal. Et le faire, c'est créer une connexion. Et dans ce sens, j'encourage vraiment votre association JIDA à aller beaucoup en profondeur dans cette direction. Et je pense que c'est la bonne voie et on ne peut que les encourager à aller dans cette direction. Je vous remercie. Je voudrais d'abord vous remercier et vous féliciter pour votre initiative qui atteste qu'on est en train de passer un cap au niveau de l'éducation. Je suis professeur titulaire de chimie inorganique. J'ai été secrétaire général du SAES, j'ai été doyen de la fac de sciences, j'ai été recteur de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et jusqu'à récemment, j'étais le coordonnateur, le président du comité de pilotage des assises de l'éducation et de la formation. Mais je dois dire que je suis auteur d'une cinquantaine de publications scientifiques, mais surtout l'auteur d'un livre
mutation de l'enseignement supérieur en Afrique, le cadre de l'UCAD. Je suis co-auteur de plusieurs publications, dont un ouvrage collectif avec des collègues sud-africains sur les universités en Afrique. Et là, je vais m'engager dans un autre ouvrage sur la gouvernance universitaire. J'anime beaucoup de rencontres sur l'enseignement supérieur, mais je suis aussi consultant. Et là, on est en train d'encadrer. Je suis dans une équipe qui encadre les plans stratégiques des universités en Côte d'Ivoire. Je ne peux que vous féliciter. Ça veut dire que vous, sans connaître des conclusions des assises, vous commencez à les appliquer. Donc, je crois que vous êtes une bonne référence. Et il faut que tout le monde s'engage dans l'éducation. Chacun en fonction de ses propres compréhensions, mais permettre aux jeunes de révéler leur talent et de tirer le maximum de nos jeunes africains. Et le génie est dans le peuple. Et je vous félicite et vous encourage à aller de l'avant. D'abord, qu'il croit en lui-même, qu'il croit au travail. 95% des résultats proviennent pas du talent, mais du travail. Parce que le bon Dieu a mis les neurones en place. L'intelligence, c'est la connexion interneuronale. Donc, en travaillant, en répétant les concepts, on les retient. Maintenant, travailler, ça veut dire travailler toutes les disciplines, toutes les matières, y compris l'éducation physique. Et quand ils mangent, qu'ils mangent bien. Quand ils travaillent, qu'ils travaillent bien. Mais qu'ils aiment les sciences. Parce que ne pas faire les sciences, c'est se fermer des portes. Or, on a besoin des sciences pour le monde de demain. Donc, qu'ils travaillent, qu'ils croient en eux, qu'ils croient en leur maître, et que chaque maître comprenne qu'il a devant lui peut-être la future autorité qui transformera l'Afrique. Et qu'on s'y engage résolument. Je crois qu'on pourra y arriver. Il faut tout simplement voir l'exemple de l'imam Moulay. Pour moi, il n'y a pas photo. Des établissements où les gens sont logés et des établissements où personne n'est logé et ils font aussi bien que les autres. Pour moi, c'est ça l'établissement. Et le génie est dans le peuple. Mettons le peuple dans les conditions pour s'en sortir et nous nous en sortirons tous. Merci. Je voudrais d'abord commencer par rendre grâce au Seigneur parce que je suis issu d'un peuple de croyants. Mes parents m'ont forgé, éduqué et encadré dans une ambiance empreinte de foi. Je rends grâce au Seigneur de par aujourd'hui dire mon opinion sur ce concept, cette idée de Gider. Donc, mon opinion là-dessus est l'opinion de quelqu'un qui adhère, qui y croit. Car en réalité, le seul projet qui vaille, selon moi, c'est le projet pour la progéniture de notre société, de nos enfants, je veux dire. Faire en sorte que nos enfants, malgré les délices et les supplices de la vie, puissent être des leaders capables d'entreprendre des références. Cela nous renvoie à l'idée Wolof, selon laquelle, là où il y a toujours de la semence, il est à espérer que la plante germe, grandisse, fleurisse et produise à perpétuité. Et cela ne passe que par une seule chose, le savoir, le savoir-faire, le savoir entreprendre, le savoir partager. Voyez-vous, moi, je m'appelle Abdoulaye Vilane. En réalité, on prononce Vilane parce que c'est ça qui est transcrit, écrit. Mais le V n'existe pas en Wolof.
Donc, c'est Abdoulaye Wilane. Je suis issu du Ndoukoumane, qui est une province du Saloum. Il y a de cela exactement 47 ans. Je prends de l'âge. Mais je me considère toujours comme un apprenant, un jeune. En le disant, j'ai souvenir d'un sujet de philosophie qui nous avait été proposé en terminale. Et le sujet, c'était celui-là, peut-on s'instruire sans fréquenter l'école? Je ne développe pas. Je suis né d'une famille très modeste. Mon père est un autodidacte qui est devenu agent vétérinaire. Ma maman est une fille d'un enseignant du Coran. Mais dès qu'elle a épousé mon père, elle a arrêté d'enseigner. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a aujourd'hui des imams qu'elle a formés. Mais elle a immédiatement arrêté d'enseigner pour se consacrer à mon père qui n'avait pas le temps de rester à la maison parce qu'il était sous les ordres, sous un commandement. 2 ans après ma naissance, j'ai été envoyé auprès de ma grand-mère parce que le projet initial de ma famille était que je devais être un enseignant de l'arabe et du Coran. Dans ce dara qui se trouvait à Darou Kahi, Darou, comme on écrit Darou, Kahi, comme K-A-H-I, qui se trouve dans la commune de Kahi, j'étais dans le dara d'un certain Mbaye Ndao. Très tôt, j'ai aimé l'apprentissage du Coran et la mémorisation du Coran. Mais l'austérité de l'environnement et les difficultés de l'époque avaient fait que nous étions des enfants très fragiles. Et un soir, qu'il était venu rendre visite à mon maître coranique, M. Jacques Colly, infirmier d'état de son état, m'a trouvé très mal en point à côté de mon guide et instructeur en arabe et en Coran. J'avais une diarrhée terrible. On parle même de choléra. Je suis un rescapé. C'est là-bas qu'il m'a arraché de mon maître pour m'emmener chez lui, à Kaffrine cette fois-ci, mais à 12 mètres de chez mon père. Nos maisons étaient pratiquement face à face. J'avais à peine 6-7 ans. Mais de 2 ans à 7 ans, mon père et ma mère ne me revoyaient plus. De telle sorte que ma mère ne me reconnaissait pas, mon père aussi. Ma mère à peine quand même. Et pourtant, elle ne m'a pas reconnu pendant 2 ou 3 mois. Madame Colly m'a gardé chez elle. Après m'avoir accompagné à l'hôpital pendant 45 jours, j'ai été tiré d'affaire, j'ai été miraculé. Et c'est Jacques Colly qui a décidé de m'envoyer à l'école contre la volonté et l'accord de mon maître coranique. Il me trouvait tellement intelligent qu'il m'a gardé chez lui et m'a inscrit à l'école. C'est pour vous dire que moi, je suis un individu au destin délicat, en tout cas bizarre. Jamais, de l'avis de mes parents et de ma famille, il n'était envisagé que je puisse un jour parler français. J'étais programmé pour être un enseignant du Coran ou de l'arabe, un enturbané, un serigne dara, un imam, un calife peut-être. Et c'est 3 mois après mon arrivée à Kaffrine que ma mère, Fatmata, amie de Marguerite Badiane, épouse de M. Jacques Colly, a découvert que j'étais là et que c'était son fils, son Abdoulaye. Mais ma mère n'y s'y était pas opposée. Elle a simplement comploté avec Margot pour que mon père ne s'en rendit pas compte. De sorte que pendant une année scolaire, je portais des habits de jeune fille pour aller à l'école. Ça m'avait tellement choqué que
quand on a arrêté de me faire porter des habits de filles, j'ai dit je portais des tchaya. Jusqu'à présent, il s'en trouve à Kaffrine des gens qui ne m'appellent pas tchaya. Alors, j'ai fait mon cycle primaire à l'école 2 de Kaffrine, devenu Aliou Fana Cissé. J'ai eu mon certificat par anticipation parce que j'étais un candidat libre à partir du CM1. Ça veut dire que l'école coranique et l'arabe m'avaient permis d'être en avance sur mes promotionnaires et camarades de classe parce que j'avais une capacité de mémorisation qui me permettait de ne pas prendre note. Pour ceux qui se rappellent de mon cursus scolaire, jamais mes camarades de classe ne m'ont vu prendre note. Je recopiais rarement les leçons. Il suffisait d'écouter l'enseignant, le maître ou le professeur pour capter les choses. Et j'allais de maison à maison chez mes amis pour prendre leur cahier en vue de réviser. Et j'avais de très bons résultats. Voilà, j'ai eu mon entrée en 6e par la suite, certificat entrée en 6e, puis j'ai fait le collège Babacar Kobandao, puis le lycée Val de Ndiaye. Avant Val de Ndiaye, le lycée s'appelait lycée Gaston Berger. Et j'ai fait partie de la première génération qui a été orientée à l'université Gaston Berger, qu'on appelait UGB à l'époque. Sanar, l'université Sanar. Et puis, après cela, je me suis rendu en Tunisie où j'ai essayé d'apprendre un métier. C'est celui d'expert en tourisme. Voilà, et puis, chemin faisant, je suis entré par accident en politique, comme je suis entré à l'école occidentale par accident. Et tout ce que je viens de raconter pour aller vite a permis de forger mon être et guider mes pas. J'ai très tôt compris que c'est par la connaissance qu'on se distingue, qu'on fait la différence. Mais le tout adossé à des valeurs et à des principes. Je n'aime pas la triche, j'aime cultiver mon intelligence. Je suis un accro de lecture. Je lis beaucoup. Si entreprendre veut dire partir de connaissances, d'observations et avoir une idée de ce que l'on veut faire et de ce que l'on veut devenir, je veux dire de sa part d'histoire, de sa part de contribution à l'histoire d'un pays et de l'humanité, je les y encourage. Mais il ne faut pas qu'ils oublient ce qui a toujours été le charme du Sénégal. Partout à travers le monde, que ce soit dans les pays occidentaux, dans les pays américains, que ce soit en Asie ou en Afrique, de l'indépendance, et peut-être même avant l'indépendance, jusqu'à une date récente, les cadres, les étudiants, les élèves sénégalais étaient perçus comme des gens cultivés, aux connaissances encyclopédiques. Il arrivait qu'en France ou dans les pays arabes, un jeune Sénégalais donne l'impression de mieux connaître l'histoire de ce pays que les habitants et les citoyens de celui-ci. Alors, chers jeunes, pour les musulmans que nous sommes, et même pour les chrétiens, les catholiques, l'accès au savoir, l'accès à la connaissance permet d'être présumé capable. Parce qu'on est présumé capable, on se dote de connaissances que l'on essaie de mettre en pratique ou que l'on essaie de consulter ou de convoquer quand on est confronté à des problèmes. Cheikh Anta Diop, Senghor, Abdoulaye Wade, tous les grands qui ont titillé l'immortalité ont entrepris, matériellement ou immatériellement, en misant sur la progéniture du peuple sénégalais selon leur époque et leur contexte. Alors, en avant, il n'y a pas de repos, il n'y a pas de répit. Impossible n'est pas humain. Il faut vouloir, parce que quand on veut, on peut. Aujourd'hui,
je suis devenu maire de Kaffrine dans des conditions difficiles. Et c'est une exception. C'est parce que je l'ai voulu. Et d'autres l'ont voulu. Parce que nous avons convaincu. Nous avons rassuré. Ainsi, nous avons motivé les gens qui nous ont accompagnés, qui étaient mobilisés. Demain, dans un futur proche, je veux, sur la base d'idées originales, de valeurs et de principes, sur la base de qualités qui distinguent, être le président du Sénégal qui nous donnera plus de satisfaction qu'on en a connu. Et puisque je le veux, croyez-moi, je le pourrai. Alors, la politique elle-même, d'abord en tant qu'idée, en tant que projet, en tant qu'action, en tant qu'engagement, en tant que militantisme ou militance, c'est sain, c'est noble, c'est positif. C'est l'homme, avec ses qualités et ses défauts, avec ses vices et ses penchants, qui renvoie à ses semblables, à l'opinion, une image répugnante. Première chose, il ne faut jamais faire ce à quoi on ne croit pas. Il faut comprendre, épouser et dire, je fais un pari, comme qui dirait un pacte social avec le peuple citoyen, et essayer de mériter. Voyez-vous, tenez, on entre dans une religion en prononçant quelque chose par la parole. On épouse une femme ou un homme par le verbe. Je crois en Dieu, je crois au prophète, au livre, je crois à l'au-delà, je crois aux 5 piliers de l'islam, je suis musulman. Alors, vous êtes musulman. Si vous faites de bonnes choses, c'est pour vous. Si vous faites de mauvaises choses, c'est contre vous. J'ai dit à une femme, je pense que tu mérites d'être la mère des enfants qui sont les seuls êtres que je voudrais voir être meilleurs que moi et réussir mieux que moi. Et la femme vous dit, je pense que vous êtes digne de ma confiance, de m'épouser pour être le père des enfants que je vais porter et mettre au monde. Vous le dites, et d'autres viennent, sur la base de votre parole. Ils vous font confiance et ils scellent le mariage. Si vous n'êtes pas capable de fidélité à vos choix, vous n'êtes pas capable d'éthique. Je propose à mes jeunes enfants de parcourir les écrits de Jean-Paul Sartre pour comprendre la différence qu'il y a entre liberté, choix, responsabilité. Vous savez, éthique et politique doivent être indissociables. C'est pourquoi je pense que ceux qui ont marqué l'histoire ont été des hommes de fidélité et de grand courage, mais de volontarisme. Avant-dernière question. Que pensez-vous d'une initiative comme JIDER qui milite pour l'entrepreneuriat dans les écoles à travers le mentorat? Alors, je le disais à l'entame de mon propos, JIDER ou JIDER, j'ai failli dire j'adhère. C'est un concept, une initiative sur la base d'un volontariat. Vous êtes comme des accoucheurs de destin, c'est-à-dire des êtres qui prennent la main de l'enfant et lui disent « c'est possible, viens, réalise-toi ». Je veux donner 2 conseils. Faisons de sorte que nos enfants soient cultivés, qu'ils lisent beaucoup, qu'ils apprennent tout, qu'ils ne se fatiguent pas et ne se complaisent pas dans les facilités, dans les commodités qu'offre Internet. Je ne dis pas que ça abrutit, ni que ça rend paresseux, mais c'est facile d'être paresseux avec Internet. Le rapport charnel, physique qu'on a avec les livres, les journaux, c'est un rapport irremplaçable, mais qui produit extrêmement de bonnes choses. Une fois que ces enfants sont à même de lire, et pour lire, il faut connaître, il faut maîtriser
les rudiments de la langue. Il fut un temps, dans ce pays, il fallait comprendre ou savoir lire en français et en arabe pour compter. Aujourd'hui, l'anglais est une langue incontournable. Mais dans 10 ans, même pas, il faudra surtout maîtriser le chinois et peut-être l'indien ou l'hindou. En tout cas, le chinois, c'est sûr. L'anglais, absolument sûr. Le français, l'arabe et les autres langues, c'est nécessaire. Ce ne sont plus des langues indispensables. C'est des langues qui peuvent être utiles. Alors, pour les jeunes entrepreneurs de demain, vous êtes encore une terre fertile. Et les bonnes semences sont là. C'est par la culture, par l'accès au savoir. Toutes les langues parlées, codifiées, et les langues pratiquées, mais codifiées. Je vous parle des langues de l'électronique. Investissez-les. Et demain, ne vous posez pas la question d'où est-ce que je vais prendre les moyens, où est-ce que je vais les trouver. Les moyens, ça se crée. C'est l'inventivité, la créativité, l'audace. Il faut être capable de transformer le réel. Le réel nous entoure. Même l'air qui est invisible est du réel. Tout, les rayons solaires, tout peut être mis à profit ou pris comme sujet à partir duquel vous pouvez entreprendre et marquer l'histoire. C'est possible. Il faut le vouloir. Tous ceux qui ont marqué l'histoire. Mais posez-vous la question de savoir qui sont leurs parents. Qu'étaient leurs parents? Qu'avaient leurs parents? Et qu'ont-ils fait de leur vie? Je pense d'ailleurs quelque part que ceux qui sont au paradis, c'est ceux-là dont l'humanité et leur pays retiennent de leur vie quelque chose qui inspire. Alors, en avant. Sur certaines choses qui ont été dites, notamment l'humilité, etc. Ce sont des choses qui, à mon avis, sont peut-être liées au fait que pour moi, je considère que tout ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Et qu'en réalité, ce n'est pas moi qui suis quelqu'un. Vraiment, c'est Dieu qui a voulu que j'ai ce que j'ai aujourd'hui. Et je ne vois pas pourquoi je changerai de caractère, pourquoi je serai hautaine. Je trouve que c'est pour moi un aspect des personnes qui ne croient pas en Dieu. Et pour moi, Dieu est au centre de tout ce que je fais. Même au plan privé, c'est ça qui me guide. Donc, quand on le dit, je prends acte et je me dis, il faut continuer parce que l'humilité, c'est l'une des premières caractéristiques de quelqu'un qui est croyant. Sinon, on a l'impression que c'est nous qui sommes à l'origine de tout ce qu'on a. C'est parce qu'on est trop intelligent, parce qu'on est les meilleurs, c'est faux. Dieu a mis au monde plein de personnes et peut-être il en a choisi certaines pour devenir ou être à certains niveaux. Donc il faut qu'on rende grâce à Dieu d'abord. Donc c'est pour moi quelque chose d'important.